Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. Entretien du jour avec deux hommes. Monsieur Ulrich Tuta, bonjour. Bonjour, c'est Makosso. Christian Walengo, bonjour. Bonjour, c'est Makosso. Vous êtes tous les deux respectivement président et secrétaire général du Nouveau Congo. Ulrich Tuta, l'actualité congolaise est dense. Marcel Ntchourou, le colonel, le prisonnier, est mort ce 17 février à Brazzaville. Les réactions sont plus ou moins mitigées entre ceux qui sont vraiment dans l'émotion sincère et d'autres un peu plus sarcastiques. Où est-ce que vous situez-vous aujourd'hui dans cet hommage rendu à Marcel Ntchourou? D'accord, bon, merci déjà de l'invitation. Je vais commencer déjà par moi et au nom du Nouveau Congo. Nous souhaitons, le président, bien sûr. Bien sûr, nos condoléances à la grande famille du feu Marcel Ntchourou. Paix à son âme. Ainsi dit. La grande famille, vous incluez qui exactement? Parce que si ça... Grande famille, famille biologique, et puis famille organisationnelle, organique, je ne sais pas si il y a une structure. Aucun parti, hein, il n'était pas membre de l'opposition, d'une quelconque famille politique, donc je pense qu'il faut s'arrêter peut-être à la famille. À la famille, moi je voulais récupérer son cadavre pour peut-être alimenter le discours politique. Non du tout, il faut respecter les morts, oui. Moi je pense. Il y a une famille qui est éprouvée, donc nous souhaitons donc les condoléances à cette famille-là, et puis nous disons paix à son âme. Voilà, qu'il se repose en paix. Ainsi dit, on se demande, moi je me demande, si le monde entier, je dirais les organisations internationales sont au courant du chaos humain, du chaos judiciaire qui s'illustre au Congo-Brazzaville. Je serais tenté de dire qu'ils sont au courant, peut-être pas, ou encore ils sont au courant, et donc ces organisations-là font le jeu, d'accord, les fidélités avec le régime qui est en place. Alors, la mort de M. Marcel, vous comprenez que lorsque la justice n'est pas celle qu'elle devrait être, ça laisse la porte ouverte à des questionnements. D'accord. Il va falloir qu'une enquête soit diligentée pour déterminer, d'accord, les causes de la mort. Il peut y avoir multiples causes, hein, causes naturelles. On reviendra sur cette enquête, puisque le procureur au Congo-Brazzaville l'a annoncé lui-même. Hein, il a ouvert une enquête, notamment pour savoir les circonstances exactes. Alors, Christian Walengo, je posais la question tout à l'heure, c'est qu'on voit les commentaires quasiment mitigés. Il y a certains qui, comme votre président ici, assez sincère, qui pensent que c'est quelqu'un, en fait, qui aujourd'hui aurait pu apporter quelque chose dans le combat politique, sans doute, même si le combat qui était le sien n'était pas politique. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez aussi ceux qui restent plus ou moins dubitatifs en te disant, bon, Marcel Ntchourou, c'était pas un enfant de cœur? Bien sûr, bien sûr. Bon, comme le président Tuta, je voudrais quand même d'emblée compatir avec sa famille et ses proches. Parce que perdre quelqu'un, vous voyez, vous imaginez la douleur qui est la leur. De perdre dans ces conditions un des leurs, c'est quand même difficile à vivre et à supporter. Cependant, par rapport à Marcel Ntchourou, la personne Ntchourou, oui, un être humain que nous, comme tout être humain, hein, quand il y a mort d'homme, nous compatissons. Mais la personnalité Ntchourou, déjà, d'ores et déjà, ce n'est pas un politique, c'est un militaire, un officier supérieur de l'armée congolaise, du moins lorsqu'elle a été l'armée congolaise avant 1997, c'est-à-dire avant l'occupation du Congo par des forces étrangères qui ont accompagné M. Sassou. Marcel Ntchourou, c'est un officier supérieur qui a rendu service à l'État congolais et qui, par contre, comme vous dites, les gens qui sont dubitatifs, a accompagné l'occupation, qui a mis à mort, qui a détruit notre démocratie, qui a embastillé les résolutions de la conférence nationale. Sur ce côté-là, je ne suis pas tout à fait, comment dire, en désaccord avec ces gens-là. Je comprends. Je comprends ce point de vue. Mais le problème qui est là, vous savez, même le président François Mitterrand, pendant la guerre de 39-45, avait collaboré avec, avait travaillé avec le gouvernement de Vichy. Il était procureur de la République.
voyez la puissance judiciaire dans un régime politique. Donc, mais François Mitterrand, après s'est repenti, il a rejoint la résistance. Marcel Tchourou, je dirais après les événements, bien avant, je crois qu'à la veille des événements du 4 mars, il avait tenu un discours chez lui dans sa résidence où il a reconnu les erreurs qu'il a eu à faire, les services qu'il a rendus à l'occupation au détriment de la nation. C'était repenti. Donc, je fais un parallèle avec François Mitterrand, pour ça quelqu'un peut accompagner l'occupation, oui. Quelqu'un peut faire du mal, mais la repentance peut atténuer, non, j'en arrive, oui. Peut faire à ce qu'il bénéficie des circonstances atténuantes. Donc, en tant qu'humain, moi, je compatis à ce malheur. Donc, je comprends que c'est un homme qui a des défauts, mais évitant de voir quand on perd quelqu'un, il faut voir tout, je ne dis pas qu'il faut voir toujours le côté positif, mais écoutez, soyons dans le recueillement, comprenant la douleur de ses proches, qui vient de perdre un de leurs. Donc pour moi, je dirais, l'homme a ses défauts, mais pour le moment, compatissant. Voilà. Il faut compatir tel que vous le dites. Aujourd'hui, c'est une compassion plus ou moins à géométrie variable, en fonction. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vous accuserait pas, vous, puisqu'on voit quand même un peu cette compassion teintée de récupération politique? Il faut le rappeler, vous l'avez dit, que Marcel Tchourou n'est pas un politique, il n'a pas été un politique, il n'avait pas, jusqu'à maintenant, créé un mouvement tel qu'on a pu le voir, par exemple, avec notre militaire, Jean-Marie Michel Moukoko. Non, mais non, Marcel Tchourou, il est militaire. Il est militaire résistant, d'accord? Après, on peut lui accoler des événements. Il y a eu les disparus de Beach, il y a eu le 4 mars, ok. Mais il n'était pas tout seul. On n'est pas là non plus à juger, à porter un jugement. D'accord? La justice est là, même si on sait qu'au Congo-Brazzaville, on a une justice qui est partisane. D'accord? Qui ne juge que des gens qui s'opposent à la politique du régime qui est en place. Ça, on peut le corroborer, oui. Moi, je pense. Mais Marcel Tchourou n'a pas, je pense, bénéficié des soins qu'il faudra. Voilà, puisqu'on est quand même dans un système qui est assez clanique, assez dictatorial. Nous dénonçons cela. J'espère qu'on va y revenir. Oui, on va revenir sur mais on aura une personnalité qui a été résistante, peu importe son passé, mais il a résisté jusqu'à la fin à l'opposition de ce régime. Donc on oublie tout et qu'on avance. Non, je voudrais quand même souligner quelque chose, compléter ce que vient de dire le président. Je crois que chacun de nous a un passif. Vous voyez le président, écoutez, comment on appelle, le président Okombi, il a accompagné aussi lui l'occupation du pays en 1997. Ben, après avoir compris qu'il était dans l'erreur, il a rejoint la résistance, oui. Et il s'est positionné comme étant un combattant pour résister, pour combattre, pour aider le peuple. Mais le problème est que cette mort du colonel Tchourou doit nous interpeller, tous, Congolais, de tous bords, je dirais. En ce sens que les conditions de détention de ce défunt personnage ont été, comment dirais-je, pénibles. La torture, les traitements inhumains et dégradants qui lui ont été infligés déjà lors de son interpellation, vous le savez, je crois que les images restent, et tous on a vu comment il a été humilié, le traitement dégradant qui lui a été infligé. Ce monsieur n'a pas pu certainement, je n'accuse personne, parce que car la mort est un fait, est une évidence, donc quelles qu'en soient les causes, déjà, son interpellation, les conditions de son interpellation, l'humiliation subie lors de son interpellation, le carnage qu'il y a eu dans son domicile, les conditions de sa détention, montrent que le régime de Brazzaville et le système, les pratiques pénitentiaires, les pratiques de l'administration pénitentiaire de Brazzaville sont, comment dirais-je, sont à dénoncer, et que nous devons, à chaque fois que nous avons l'occasion de, comment dire, de dénoncer encore, je dis bien, avec
énergie. Donc, le problème est que nous devons nous baser sur les conditions de son interpellation et de sa détention. Voilà. C'est ça le problème en fait. Donc là, vous posez exactement le problème des prisonniers politiques. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le résultat, je veux dire, celui-ci, vous avez souvent évoqué, et le prisonnier, c'est pas le premier, hein, c'est pas le premier non plus à mourir aujourd'hui dans les geôles de Brazzaville. Il y en a d'autres moins célèbres. Le dernier en date, c'était aussi le frère de commissaire Roland Gambou, qui lui est décédé à la DGST avant de se retrouver finalement à la mort, quasiment mourant. C'était le même cas aujourd'hui qu'on a pu voir pour Ntchourou, qui est quasiment mort dans sa cellule, mais enfin le temps qu'on le ramène à l'hôpital militaire, là, il était déjà décédé. Alors, la question des prisonniers politiques, en fait, on vous a souvent entendu ici décrier en disant, mais voilà, il faut les libérer, mais on se rend bien compte que finalement, ça c'est pas trop son problème. Ces gens-là, pour lui, ils ne sont pas innocents, donc en tant qu'on les juge, mais il est normal, même si certains en meurent aussi. Moi, j'ai pas vu d'émotion directe du côté officiel des hommes et des femmes qui se sont dit, ah oui, tu es parti, merde, on a fait une bourde. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est dans un système, d'une. De deux, alors, nous, si on ne fait pas attention, là, nous abordons une ère des massacres des politiciens qui sont en prison. Si on ne se lève pas, avec la mort, le décès, et qui n'est pas encore, les conditions ne sont pas élucidées, de Marcin Ntchourou, nous risquons de vivre une période où tous les gens politiques qui sont en prison vont y passer. Concrètement, les gens qui sont en politique, il faut le dire concrètement. Concrètement, tous les gens qui sont en politique, je dirais. Okay. Parce que vous êtes sans ignorer, monsieur Sir Makosso, que tous les gens qui sont en prison, tous les politiques qui sont en prison, sont ceux-là qui ont dit non, d'accord, non à la politique de M. Sassou Nguesso. Ok, d'une part. Il nous appartient, nous, puisque ces gens-là n'ont pas accès à des soins normaux, n'ont pas accès à des médecins, à leurs médecins personnels, n'ont pas accès à des familles. Donc c'est un traitement particulier qu'ils sont en train de vivre. Donc si nous ne faisons pas attention, si nous ne profitons pas, si nous ne disons pas stop à cette pagaille qui ne fait que monter du régime en place, tous les gens qui sont en prison, ils vont y passer. C'est alors, c'est alors qu'il nous appartient, nous les politiques qui sont en dehors du Congo. Parce qu'au Congo, il y a aussi une opposition, mais qui est un peu étouffée, parce qu'on a vu Claudine Mounari dire que nous sommes à la merci de Sassou Nguesso. Donc, ces opposants ne peuvent pas réagir. Nous sommes la seule alternative, la seule possibilité, la seule voie qui reste. C'est à nous de porter ce combat pour que, effectivement, les conditions de ces prisonniers politiques puissent s'améliorer. Enfin, en vous entendant, on dirait que les choses sont bien faites, donc on voit finalement. Alors, juste pour compléter, Christian Olengo, on voit très bien, je dois dire, voilà, nous devons faire, nous allons prendre une initiative, mais quels moyens avez-vous aujourd'hui, en fait, pour faire bouger les lignes? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que le colonel, le défunt, serait quasiment mort en détention. Je voudrais dire que si... Plusieurs médias ont titré, hein, même Jeune Afrique, qui est très proche de Pila, a dit qu'il est mort en détention. Okay. Donc, je voudrais quand même dire que dans une démocratie, on ne meurt pas en prison. Dans un état de droit, on ne meurt pas en prison du fait des traitements inhumains ou de la torture. Je crois que l'article 15 de la Constitution de M. Sassou, promulgué le 6 novembre 2015, que pour moi je considère de... Que vous citez quand même, j'avais vous donner force de droit. Force de la légalité, oui, force de droit par rapport à la légalité de M. Sassou. Oui. D'ailleurs, pour corroborer ce que je dis, pour moi, cette constitution, toutes les constitutions de M. Sassou depuis 1997, pour moi, ce sont des chartes d'occupation. C'est un régime d'occupation, c'est vérifié et c'est prouvé. Personne ne peut le nier. Le colonel Ntchourou, dont on parle, que je disais, il a un passif aussi, lui. Les Angolais sont rentrés à Pointe-Noire en 1997. M. Ntchourou était qui? On ne revient pas sur ça. C'est pour montrer, quand je parle des troupes angolaises, c'est pour montrer le caractère. C'est pour montrer le côté occupant de ce régime.
J'en reviens sur ce que vous dites. Pour les moyens, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Non, j'en arrive. Oui. Je vous répondais, je disais tantôt que dans un état de droit, on ne meurt pas en prison du fait des tortures. Non, les atrocités subies par le défunt Tchurou. J'ai parlé de son interpellation. Les conditions de son interpellation sont cruelles, inhumaines. Nous l'avons tous vu. L'armée a utilisé les moyens disproportionnés pour arrêter M. Tchurou et tout le carnage qu'il y a eu dans son domicile. Donc, c'est pour dire que nous, ce n'est que la partie extérieure de l'iceberg que nous voyons. Mais on parle de Tchurou aujourd'hui, parce que c'est le colonel Tchurou, c'est quelqu'un qui a un certain statut social au Congo. Mais il y a de nombreux anonymes qui tombent dans les geôles de ce pouvoir. Il y a de nombreux Congolais qui meurent. Mais en fait, les prisons congolaises, ce n'est pas des prisons, c'est des mouroirs. Nous devons le dire. La preuve, le colonel Tchurou. Donc, ce que nous devons faire, les solutions, c'est quoi? Moi, quand je dis que le problème est toujours politique, il est vrai que le problème congolais, il est politique. La crise congolaise date de 1997, quand les gens ont tourné le dos à la conférence nationale, aux résolutions de la conférence nationale. Les gens ont décidé de mettre fin à la démocratie. Ils ont pris les armes pour reprendre le pouvoir. Et ces gens-là qui ont repris le pouvoir par des armes ne le laisseront pas comme ça. Ils sont là, ils sont déterminés à le conserver. Mais le problème le problème, il est quoi? La solution, c'est quoi? La solution, c'est que nous devons nous organiser au niveau de la diaspora. Nous devons redéfinir notre combat. Parce que pour certains, la crise congolaise commence en 2015, avec le changement de la charte de M. Sassou, la Constitution. Pour certains, c'est ça. Leur combat, c'est ça. Il y en a qui revendiquent la victoire de Mokoko, d'autres le changement de Constitution, entre guillemets. Mais non. Le problème du Congo commence en 1997. C'est ça le problème. C'est la conférence nationale qui a été rendue, les résolutions de la conférence nationale ont été rendues caduques. Oui. Donc, la solution, c'est que nous devons nous organiser au niveau de la diaspora. Nous devons cibler le problème. Prendre le problème, le taureau par ses cornes. Faire un diagnostic, bon diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? Le diagnostic, c'est que le Congo n'a pas de... La problématique congolaise, il faut la ramener au niveau du problème. Quand vous allez dans la problématique, vous allez dans tous les sens, ça vous suscite plusieurs interrogations. Donc, le problème du Congo, il est politique. Voilà. Donc, nous devons nous organiser. Voilà, question Walengo, c'est bien d'avoir ramené à la diaspora, parce qu'on va aborder la diaspora. Alors, le problème politique, c'est vrai, mais je vous rappelle que vous avez participé à un congrès, monsieur, un congrès de la diaspora. Il y a eu un diagnostic qui a été fait. Quelles en sont les conclusions aujourd'hui? On vient quasiment refaire le Congo aujourd'hui, alors que vous avez passé quasiment 3 jours, même un peu plus, entre les préparatifs, je pense, des mois, à faire un diagnostic. Et finalement, ce diagnostic, quelles sont les solutions que vous avez proposées aujourd'hui? On ne sait pas quelles sont les conclusions en fait, de ce congrès Ulrich Tuta. Finalement, les initiatives de la diaspora, en fait, comme disent certains, la diaspora, elle parle, mais enfin, en fin de compte, il n'y a rien de concret. Ok. Alors, je vais juste rebondir rapidement. Oui, mais essayez aussi de répondre concrètement. Concrètement, comme ça. Oui. D'accord, ok, je vais y arriver. Allez-y. J'enchaîne par rapport, il dit que la solution, elle est politique. Tout à fait. Elle est politique. Oui. D'une part. De deux. Je vais monter un peu plus haut, d'accord? C'est-à-dire que les politiques, ils fonctionnent. Les politiques essayent des projets ici et là. Les politiques, ils proposent des choses, ok? On a l'impression de tomber sur un caractère, une situation qui est opaque du niveau des gens qui occupent le pays, le régime en place. Alors, il est question aujourd'hui, maintenant, qu'on puisse s'organiser pour porter le problème plus haut, c'est-à-dire consulter le Conseil de sécurité de l'ONU. Je pense que c'est un des organes, des 6 organes de l'Organisation des Nations Unies, qui a pour but, déjà, de pérenniser la paix et la sécurité internationale. Donc le cas du Congo est directement lié à cela. On peut imaginer qu'il y a des incongruités ou avec les régimes, mais nous sommes des hommes. Moi je pense que si on se positionne très bien, si nous mettons ce problème, si nous prenons ce problème comme une priorité, nous pouvons y arriver. C'est-à-dire qu'il faut que l'ONU intervienne. Le problème du Congo est non seulement un problème des Congolais, il faut qu'on se parle, mais c'est aussi un problème onusien. Il faut une résolution onusienne pour faire basculer la balance, pour avoir un rapport de force. Nous n'allons pas évoluer si nous continuons comme ça. Nous avons tout
on a des stratégies. Moi, je pense que souvent, je parle d'une organisation, d'un type de management, effectivement, normatif. Effectivement, c'est vers ces organisations-là. Il faut que nous puissions travailler avec les organisations internationales. Il faut que l'ONU puisse agir au Congo coûte que coûte. Après, il y a eu, effectivement, le dialogue, enfin, on a eu des journées du Congrès. Bon, les activités, c'est fort encore. On n'a pas des arrêtés définitifs, mais effectivement, il y a des conclusions. Moi, je ne suis pas directement lié dans l'organisation. Vous avez participé à... Mais évidemment... Vous avez tenu un discours tout à. Mais bien sûr, mais c'est l'intérêt, c'est l'intérêt. Il y a eu une portée majeure dans ce congrès-là. Effectivement, j'ai participé. Bon, on a eu à faire des propositions, des arrêtés, mais d'ici là, je pense que vous aurez des gens qui sont à même capables de venir en parler directement. Oui. Maintenant, juste allez-y, une parenthèse. allez-y. Tout à l'heure, on parlait des exactions ou des conditions des politiciens. D'accord, des politiciens. On va rappeler, puisque moi je pense que quand on rappelle des choses, effectivement, c'est ça, ça peut apporter un changement de comportement. Oui. D'accord. Tout le monde sait que le droit n'est pas respecté. Tout le monde sait que les opposants qui ont été arrêtés, que ce soit Okombi Salissa, que ce soit Paulin Makaya, qui a été visité d'ailleurs par, je salue les travaux de Madame Olivia Tchamba, de l'Amnesty International, qui a visité Paulin Makaya tout récemment, qui a sorti un rapport comme quoi les conditions étaient indécentes. Que M. Paulin Makaya était malade, il était maltraité, il n'était quasiment pas visité par sa famille, enfin 2 visites par semaine, et tout comme ça. Donc, il a demandé que ça change. Mais c'est au courant que le gouvernement qui est là ne voit pas les choses dans ce sens-là. Donc, le droit est embastillé. La présomption d'innocence n'est pas respectée. Quand il y a présomption d'innocence sur le cas de M. Okombi Salissa, mais les conséquences de la présomption d'innocence, c'est quoi? C'est que l'accusateur doit apporter les preuves d'accusation. Mais quand il y a un doute dans les preuves d'accusation, mais le droit, le doute profite à l'accusé. Il faut le libérer. Pourquoi il est condamné? Pourquoi on le laisse en prison? Il n'est pas encore condamné. Non, mais on le fait traîner avec des menottes à la main. Ce n'est pas un criminel. On n'est pas à Guantanamo, ce n'est pas un criminel. Donc, il y a un doute, on le sort, on le met en résidence surveillée, où on délimite ces mouvements géographiques qui ne sortent pas. Donc, ce contrôle judiciaire. Que l'investigation, ce contrôle judiciaire, merci. Mais il n'y a pas tout ça au Congo. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il faut qu'on parle entre nous, c'est vrai, au niveau de la diaspora, mais la résolution définitive, moi je pense, un coup de masse, elle est onusienne. Voilà, donc en attendant que l'ONU envoie les casques bleus au Congo-Brazzaville, nous allons rester ici au sein de la diaspora avec toujours des initiatives. Vous avez vu ces derniers jours une association qui est née, l'association des solidarités en fait, pour collecter de l'argent afin de pouvoir aider le Congolais dans son combat. On ne vous a pas entendu directement. Est-ce que c'est une initiative que vous soutenez ou à laquelle vous participez, vous, au niveau Congo, Christian Walengo? Écoutez, je dois être honnête, vous me l'apprenez. C'est une... si tel est le cas. Oui, on a reçu ici, en fait, ça sera une bonne... président, monsieur... Oui. Ça sera une... Andrea Gombe. Ça sera une bonne initiative. Oui. D'autant plus que si c'est pour aider, nous tous, nous combattons pour aider le peuple congolais, nos compatriotes qui sont restés au pays, qui vivent les tribulations de la dictature. Donc je crois que je voudrais quand même revenir sur... Juste avant que vous ne reveniez, vous revenez rapidement. Ulrich, tout à l'heure, le nouveau qu'on va toujours participer à l'initiative. Je suis un peu surpris que vous n'ayez pas, sur cette question-là, été assez attentif et que la question vous sur participiez. la naissance de l'organisation, l'organisme de gestion des opposants politiques. Oui. Non, mais moi je pense qu'on avait travaillé là-dessus. C'est vrai que c'est moi qui, je n'ai pas envoyé le document. Enfin, c'est vrai, on a participé. Qui caporalise les informations. Ça, c'est des choses qui arrivent où il n'a pas... il n'a pas été dans les mails. Mais je pense. Non, mais voilà, pour être direct dans la question, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans le combat, pour le combat en plus.
parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de soucis. Quand les opposants politiques ou associatifs aussi, lorsque nous nous trouvons devant des problématiques assez où il faut sortir de l'argent, ou recourir, on a cet organe-là qui peut effectivement aider, qui peut avoir un appui majeur, parce que c'est une affaire des sous, hein, mais pour dédier, c'est des sous qui sont dédiés, c'est-à-dire que c'est pour des activités de combat, hein, pour accompagner les gens qui ont des problèmes judiciaires, à la justice, pour aider même au niveau du pays. S'il faut envoyer des médicaments, on agit. Voilà. Donc c'est une bonne chose, c'est une organisation qui est un organe qui est majeur. Donc je voudrais quand même, comme je disais, revenir sur des questions de droit à soulever tout à l'heure là par le président et vous. Je dirais que des politiques détenus par leurs opinions pour des raisons politiques dans une démocratie, nous devons le condamner. Mais sauf qu'il faut nuancer des faits et des délits, des infractions commises par les uns et les autres. Je ne voudrais pas que nous soutenions aveuglement les gens simplement parce qu'ils sont des politiques. Il faudrait que le droit puisse parler. Donc, la justice, le pouvoir judiciaire congolais qui est normalement, en principe, a le devoir d'assurer et de protéger les détenus, a failli, il ne l'a pas fait au niveau du colonel Tshourou. C'est ça le problème. Moi, je ne vois pas les faits, les chefs d'accusation, les infractions commises par le colonel. Parce qu'en fait, en justice, il faut qu'on voie d'abord, ça c'est la conséquence, le décès. Mais il faut voir la cause de la conséquence. La cause de la conséquence, il a été jugé, il y a eu un procès, il a été condamné à perpétuité. La cause c'est parce qu'il se serait tombé sous le coup de la loi. Donc d'après l'article 13 de M. Sassou, M. Tshourou aurait commis un crime. Parce que détention d'armes de guerre, appel à la violence, rébellion, voilà, c'est un crime d'après la loi de M. Sassou. C'est constitutionnel au Congo. Donc, ça, c'est la cause qui l'a amené en prison. Et la conséquence, c'est le décès. Donc, on a perdu quelqu'un en détention. C'est grave pour le pouvoir judiciaire congolais. Puisqu'il est tenu à veiller à la protection de cette personne. Mais cette personne a perdu la vue dans ses géoles. C'est ça le problème. Le problème, c'est que je vois les infractions des uns et des autres. Nous partageons l'initiative. C'est une bonne initiative d'aider les Congolais en souffrance. Je crois qu'Andrea Gombe, je le connais, je crois qu'il certainement il aurait dû parler il a parlé des gens qui sont réellement arrêtés pour des faits politiques, pour des raisons politiques. Oui. Donc, ça c'est bon. Mais encore qu'il faut voir, il faut essayer de distinguer, de faire le distinguo au moins par rapport aux faits. On ne va pas soutenir tout le monde. Simplement parce qu'il aurait, ou fut-il un homme politique. Voilà, c'est ça le problème en fait. Mais nous partageons cela. Vous soupçonnez qui dans tout ça en fait? Puisqu'aujourd'hui, vous n'allez pas soutenir tout le monde. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, vous avez dit, c'est des gens qui ont été... Parlons des prisonniers actuels, parlons des prisonniers futurs alors. Non, comprenez. Oui. Non, je ne parle pas de prisonniers futurs. Oui. Parlons des prisonniers actuels. Pourquoi je voulais faire comment dirais-je, soulever cette nuance-là? Je voudrais soulever cette nuance pour la simple raison qu'il y a des gens qui ont pactisé avec le pouvoir et qui sont tombés en délicatesse avec ce pouvoir. Prenons au commissariat. Écoutez, on va aller un peu plus loin, puisque concrètement, s'il y a quelqu'un qui est parti avec le pouvoir, qui a facilité le pouvoir sur le commissariat, aujourd'hui il est en délicatesse et il est en prison. Voilà. Si vous en avez d'autres aussi, on les citerait. Hein, non, je veux dire. Oui, allez-y. Non, moi je pense que quand on parle des opposants politiques, c'est dans une optique large. Oui. D'accord? Il n'y a pas non, c'est large. Au commissariat, à Ibomo, à M. Boukadia, et tout ça. M. Boukadia, voilà. Donc, pour couper court, nous sommes en face d'un pouvoir judiciaire dédié, partisan du régime qui est en place. M. Boukadia, les conditions dans lesquelles il se trouve. Une santé précaire. Hein, une santé très précaire, oui. Qui déjà se retrouve en conflit avec le directeur de l'ERP, là,
voilà, de la prison, voilà, qui après il se retrouve, il tombe malade, il se fait traiter dans une clinique, sans même qu'il soit rétabli, les miliciens, ils vont le chercher, c'est-à-dire qu'ils déboîtent, ils enlèvent tout ce qui est perfusion, ils le récupèrent, ils le ramènent dans sa cellule en prison. Vous voyez qu'on est dans une barbarie généralisée. On ne le dira jamais assez. On est dans une barbarie généralisée. Je rappelle que M. Boukatia, il n'a jamais été jugé, mais il est en prison. La loi nous dit que... Il a été jugé par contumace. Ben, ça c'est... Non. Ouais, c'est ça, hein, s'il est là parce qu'il peut s'appeler. Oui, mais bon, écoutez, je comprends très bien, mais on est juste... mettre juste les faits. Voilà. Les faits. Mais, voilà, pour pas t'inhiber la parole, nous sommes dans une organisation, je dirais, criminelle. D'accord, voilà. Alors, c'est qui est quand même une organisation criminelle qui prospère facilement, peut-être parce qu'on a affaire, comme a dit quelqu'un sur ce plateau aussi, à l'opposition la plus bête du monde, puisqu'on voit quand même que ce que vous décriez aujourd'hui, il y a quand même des hommes et des femmes qui sont en face, mais qui sont quasiment désarmés, ou qui pactisent, comme vous l'avez dit, et qui ne font absolument pas grand-chose. Je voudrais revenir sur ce que je disais. Vous ne m'avez pas peut-être compris que je soupçonnerais quelqu'un, non. Il y en a qui ont reconnu la légalité en place, le régime en place. Donc ils ont reconnu la loi de ce pays. Vous, j'en arrive. On va aller. J'en arrive. Vous n'êtes pas dans la langue de bois, Christian Walengo. Donc nous avons M. Parfait Kolela, qui est en séjour parisien, qui lui a reconnu, même s'il ne l'avoue pas en public. Il y a votre ami aussi de l'opposition, moi je voudrais me centrer, moi je voudrais là me placer, me circonscrire, circonscrire le débat sur le plan du droit. Là, je trouve que c'est éminemment quand même juridique. Je voudrais revenir sur ce que je disais, le distinguo des gens qui ont reconnu la loi. Vous reconnaissez la loi d'un pays. Et quand la loi vous frappe, vous êtes obligé de l'accepter. Vous êtes obligé de vous exécuter. C'est ça la loi. Donc on ne peut pas dire que simplement parce que quelqu'un aurait porté la veste de l'opposant, d'opposant, que une fois arrêté, tombé en délicatesse avec la loi auquel il a reconnu, que nous le soutenions. Non, c'est ce que je voulais dire. Moi, par exemple, personnellement, je critique plutôt les pratiques de l'administration pénitentiaire du Congo, de Brazzaville. La preuve, je le disais, le décès que nous déplorons. La preuve, le décès que nous déplorons. Et puis, le pouvoir judiciaire congolais. En fait, moi, c'est cela que je condamne. Et c'est ce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui reconnaît la loi de son pays, donc un citoyen, je dirais, puisque c'est quoi? Le principe, c'est quoi? La loi s'exécute, la loi est opposable à tous, donc on reconnaît la loi. Mais quand vous tombez sous le coup de la loi, détention d'armes de guerre, rébellion, puisque la loi du Congo le dit, vous tombez sous ce coup, machination ou pas, mais vous tombez sous ce coup-là, vous reconnaissez cette loi. Mais qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on vienne vous défendre simplement parce que vous êtes opposant? Non, je dirais, voilà. Je ne dis pas dans ce sens-là. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le président, ce que monsieur, comment on l'appelle, Andrea préconise. Il est censé le savoir, ça c'est certain. Mais le problème c'est qu'on n'est pas en désaccord avec eux. On soutient l'initiative. C'est une bonne initiative. Encore que nous ne reprochions pas aux gens d'être dubitatif. Oui, nous sommes en démocratie de toute alors, juste sur cette accusation, finalement, quand on voit tout ça, un peu cette pagaille sur l'opposition sur l'opposition la plus belle du monde, c'est Jean-Jacques Pambou qui l'a sorti ici, alors de leur premier débat avec Antoine Page-Kivoulou, en fait, face à l'actu sur Ziana TV. Est-ce que c'est quelque chose que vous preniez quand on voit cette cacophonie à laquelle nous assistons aujourd'hui, ou bien vous dites que c'est une accusation non fondée et riche pas? Alors, oui, ouais, je me rappelle de l'émission, parce que je l'ai encore. J'ai suivi donc, le débat, parce que c'était assez attendu. C'était quand même une grande première, un plateau voilà, hétérogène. J'ai suivi, donc par rapport à cette qualification
d'accord, de l'opposition la plus idiote, la plus bête du monde. Oui. Bon, voilà, moi, je me suis senti un peu touché. Je me suis senti touché. En plus, M. Pambou, que je connais très bien, on n'est pas que des frères, on est amis, puisque il sait, voilà. Et puis il y avait... Il appartenait à une association commune effectivement, par rapport à votre parcours scolaire. Voilà, où il a été association, où il avait un rôle de commissaire au compte. Très bien, donc je connais très bien. J'ai été assez surpris de sa façon de faire, de la politique. La politique, c'est quand même des valeurs d'éthique. La politique, c'est le respect de l'autre. La politique, c'est... voilà, quand on n'a pas d'argument, quand on n'a pas d'argument, on essaye de faire autrement. On ne vocifère pas, on ne cherche pas à aboyer. J'ai été surpris par son comportement, je le lui dirai hein, quand je le verrai personnellement, parce qu'il y avait quand même une question qui était là, et lui, il est parti dans tous les sens, en nous traitant de bêtes. J'ai été touché indirectement, puisque je suis dans l'opposition. Je ne cautionne pas la politique de M. Sassou Nguesso. Je ne suis pas contre la personnalité physique de M. Sassou Nguesso, ou de M. Kiki Christelle, ou des gens qui sont dans la mouvance dans ce régime-là. Je suis contre la politique qui est menée. Une politique d'austérité, une politique, je dirais, criminelle, parce qu'il y a des arrestations illégales. Donc, ça a une connotation criminelle, puisqu'on torture des gens. On a vu le cas de M. Kalakala. Il y a eu une action judiciaire qui a été diligentée. Mais je m'adresse à M. Okongakala. Ça ne donne pas aujourd'hui les investigations. Il faut qu'on nous dise, M. Kalakala, la troupe qui a pénétré, qui est partie le chercher chez lui, c'est quoi? Il faut les Congolais attendent aujourd'hui, par exemple, des retours dans ce sens-là, qu'on nous dise. Donc, quand on dit qu'on est l'opposition la plus bête du monde, c'est faux. On a eu, l'opposition est partie, c'est vrai, divisée au présidentiel passé, mais ça donnait quoi? M. Sassou Nguesso a été battu, il le sait très bien. Et ça changerait quoi d'ailleurs si on avait juste un candidat? Ça donnerait quoi? Puisque M. Sassou Nguesso avait son projet. Il a coupé Internet, il a proclamé à une heure incroyable, tout le monde dormait. Il y avait des blindés qui étaient dehors pour réagir face, si la population réagirait. Oui. Donc, ça changerait quoi? Il y a eu la stratégie, ils sont partis séparés, très bien. Mais on a vu que ça soit été battu, donc la stratégie a été payante. Voilà. Alors, elle était payante. De deux, comme ça je vais finir. Il faut plutôt que mon ami, M. Pambou, Jacques Pambou, puisse réfléchir sur la question de la souveraineté gouvernementale, la gouvernance. Parce qu'il y a des gens qui sont traqués et emprisonnés des hommes politiques. Ce n'est pas une bonne façon, ce n'est pas une vraie politique. Donc je l'exhorte plutôt à atténuer ces reprises ou ces échanges, parce que la démocratie, c'est aussi cette diversité-là, mais dans un bel esprit, pour que le pays évolue. Il n'y a pas de concurrence. La politique, c'est aussi ce rapport-là, c'est aussi cet échange-là, quoi. Voilà. Merci pour ces précisions, Christian Walengo. Rapidement, hein, les législatives vont bientôt arriver. L'opposition, aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui se bousculent. Certains partis de l'opposition voudraient y aller, d'autres essaient de freiner, mais en regardant quand même derrière s'ils peuvent aller, sans pour autant que la population ou leurs camarades s'en rendent compte. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, l'opposition devrait participer à ces élections législatives? Est-ce que le nouveau Congo aura des candidats bien plus simples après pour les autres? Je dirais déjà d'emblée que nous ne sommes pas partie prenante de ce processus. Donc ça ne nous engage en rien. Et pour vos camarades? Nous sommes en démocratie. Oui. Ceux qui veulent y aller, qu'ils aillent. Et pour vos camarades? J'en arrive. Je vous explique que nous ne sommes pas partie prenante à ce processus. Donc, nous n'interdisons personne d'y aller. Donc, les gens sont libres, nous sommes en démocratie, de participer ou pas. Ceux qui jugent que les conditions sont propices ou les conditions sont réunies pour participer à ce processus-là, à ces élections législatives libres,
Donc nous, ça ne nous engage pas. Par contre, je voudrais quand même dire quelque chose, compléter ce qu'a dit le président sur le qualificatif de l'opposition la plus bête du monde. L'opposition la plus bête du monde prononcée par le compatriote qui était là dernièrement. Je crois que la démocratie de l'injure, la démocratie de l'invective n'existe pas. On ne peut pas user de l'invective. Pour justifier une... Non, on ne doit pas user de l'invective en politique. En tant que responsable politique, on doit éviter ce genre de choses. Donc, ce que je conseillerais à ce compatriote, Jean-Jacques Mambo, effectivement, que dorénavant, il faut éviter de verser dans ce genre de comportement. Et il doit ôter dans son vocabulaire de l'injure. Donc c'est tout ce que je peux dire, je peux lui dire. Comme ça, on pourra évoluer dans un climat sereinement, sans injure. On peut toutefois débattre. Voilà. C'est tout. Il faut toutefois débattre. Il y a aussi une somme qui fait un débat aujourd'hui, c'est 1 milliard. Donc le Congo a prévu 1 milliard pour 19 parties. Je ne sais pas si le nouveau Congo aussi prépare déjà pour recevoir sa part du gâteau. Normalement. Aujourd'hui, il y a 1 milliard à se partager pour tous les partis politiques. Ce serait une bonne chose. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Pour le pays, ce serait une bonne chose. Bon, déjà, la question des législatives, elle est non-sens, un non-événement. Quand il y a des élections et des législatives, en fait, c'est qu'il y a deux partis. Il y a la mouvance et l'opposition. Oui. Là, il n'y a pas d'opposition. Je parle de la vraie opposition. Je ne parle pas il faut dire des choses telles quelles. D'accord? Je ne parle pas de Parfait Kolela ou des autres. Parfait Kolela, bon, je ne sais pas si on a eu enfin, on dit la qu'il est confirmation qu'il était à Paris. Il devait être à Paris. Vous ne l'avez pas rencontré déjà, Je sais pas, monsieur? quand Il est de l'opposition comme vous, normalement. Si jamais il serait été à Paris, en tant qu'il se prend pour un opposant, il vient à Paris. Mais la première des choses, c'est quoi? C'est revenir. Enfin, c'est l'envie de privé. Non, c'est l'envie de privé. Ok, mais quand même, il y a eu pas mal d'incohérences dans son comportement ou dans ses prises de position politique. C'est vrai. Donc, la façon la plus adéquate, c'était quand même de s'expliquer devant sa famille politique. Voilà, mais il ne l'a pas fait. Il y aura des élections, des vraies élections qu'on pourra considérer que c'est que quand les deux axes vont se croiser, c'est-à-dire quand il y aura un dialogue, quand il y aura une résolution, j'espère avec un arbitrage onusien, d'accord? À ce moment-là, on pourra effectivement participer aux élections. Mais c'est un non-événement, qu'ils fassent leur élection. C'est un non-événement, c'est comme les présidentielles, ce sont des présidents, mais c'est qu'il n'est pas légitime. Mondialement parlant, il n'est pas légitime. Nous, les Congolais, nous le considérons comme un imposteur. C'est pas une injure non plus. Voilà. C'est quelqu'un qui prend illégalement d'accord, qui occupe la place qui n'est pas la sienne. Qui n'est pas la sienne. Voilà. Donc, en plus, quand vous parlez de la Somme, 19 partis, on est en France, une grande démocratie, quoi. Plus de 60 millions d'habitants, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a 19 partis ici? Le Congo, un petit pays de 4 millions, 19 partis, donc des fabriques. Moi, j'appelle ça des fabriques. Enfin, 19 partis qui recevront cet argent, mais officiellement, on en a recensé 153. Bon, 153 partis. Donc, 19. Mais dans le Nouveau Congo, hein, si vous êtes inscrit au Congo, donc parmi ces 19 partis. Mais bien sûr, le Nouveau Congo, on est légalement inscrit au Congo-Brazzaville, on a une ambassade ici. Normalement, quand il faut comptabiliser des partis, c'est large qu'il faut voir les choses. Nous devons être appelés, devons effectivement, en temps normal, sauf que là, le mécanisme n'est pas adéquat, donc nous ne sommes pas partie prenante. Voilà, nous attendons qu'effectivement que les Congolais se retrouvent. Ça a tout son sens. Ils ne vont pas continuer à gérer le pays comme ça. Déjà, on voit qu'il y a une montée du sédicisme au pays. Le banditisme évolue. Vous avez vu que les miliciens se comportent d'une façon pas nette, ils raquettent des gens, les commerciaux. Mais c'est ça le désordre dans le pays. Si on ne s'assoit pas, si on ne se parle pas, le pays ne va jamais prospérer. Pire encore, le pays est mal parti, c'est-à-dire des actes de criminalité, des actes de... Donc il faut éviter ça. Je pense que il faut que nous prenions des actes
ou des postures responsables. Que ce soit M. Sassou Nguesso, les gens de ce régime, et nous qui sommes ici, nous devons peut-être mettre fin à cette crise politico-économique et humaine qui gangrène le développement du pays. Il faut qu'on puisse parler, il faut un dialogue avec un arbitrage onusien, j'insiste, mais la diaspora, effectivement, se structure et effectivement, on pèse beaucoup, on travaille, hein, je parle, mais on travaille. Voilà, donc j'espère que c'est une cacophonie, hein, les 1 milliard, pendant qu'on ne paye pas les étudiants ou les fonctionnaires ne sont pas payés, on va débloquer beaucoup d'argent pour faire plaisir à des fabriques, des partis politiques qui sont à la manœuvre de ce régime. Moi, je voudrais être un peu simple sur cette question. Je crois que le problème qui est là, c'est de se poser, de se demander d'abord, de s'interroger sur les priorités de l'État. Je trouve que par rapport à la situation socio-économique du Congo, que l'État investisse dans la politique, dans ce genre tel qu'il le fait, alors qu'il y a la paupérisation qui prospère, la pauvreté qui ne cesse d'augmenter, je crois que l'État devrait voir ailleurs. Les priorités de l'État sont ailleurs. Donc je crois que M. Sassou et ses amis devraient réfléchir avant de se lancer à de telles démarches clientélistes. Parce que c'est une démarche qui consiste à quoi? À soudoyer des vassaux, des accompagnateurs. Eh non, attendez. Le Congo a plus de poids, le Congo a beaucoup les prix, c'est-à-dire que les priorités sont ailleurs. Donc je crois qu'ils doivent réfléchir au lieu d'aller. Pour moi, c'est un gaspillage total. On soudoie les gens, on récompense les accompagnateurs, ceux qui ont accepté d'accompagner, comment dire, l'imposture. Voilà. Voilà. Alors, on arrive à la fin, messieurs. Quelle est l'actualité du Nouveau Congo? Parce qu'on a parlé de l'actualité du Congo et de l'actualité du Nouveau Congo. Vous avez eu l'année dernière déjà un colloque qui avait fait votre rentrée politique. Maintenant, nous sommes en 2017, messieurs. Qu'est-ce que vous nous réservez? Okay. Bah, le Nouveau Congo travaille. Nous travaillons. N'eût été cette actualité-là, on serait ici pour parler d'un des projets phares du Nouveau Congo parce que nous envisageons parler directement au peuple. Voilà. Nous envisageons parler au peuple. Le peuple doit adapter son comportement en fonction de la situation politique. Voilà. Il va falloir que le peuple congolais bouge autrement que de rester là en regardant un régime qui n'est pas là pour le peuple, qui n'est pas là pour rendre son environnement agréable. Donc on a ce projet phare-là que nous développerons au moment opportun. Nous avons aussi, dans la même continuité du colloque Peuple Pouvoir qu'on avait organisé, nous avons donc, nous travaillons dans le sens d'un comité qui va aussi donc proposer, nous sommes déjà dans ces travaux-là, proposer au niveau de cette problématique-là. Nous lançons un appel, bon, nous allons développer au niveau du Congo, puisque on s'est dit qu'on a tellement dit, on a tellement proposé, et on a en face un régime qui est opaque, qui n'est pas perméable, qui n'agit que selon comme il veut. Nous avons diligenté deux groupes de travail, en fait, à Pointe-Noire et à Brazza, pour conscientiser, évoluer dans ce que nous allons vous proposer d'ici là. Nous allons agir dans le vivre du peuple congolais. Nous avons des choses à dire. Nous présenterons au moment opportun. Voilà, donc nous vous recevons pour cela. Christian Walengo, un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est que je demanderai au peuple congolais de ne pas se laisser faire, de rester confiant, et l'avenir lui appartient, et de se battre pour retrouver sa liberté. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'est sur ce pari sur l'avenir qu'on va se quitter. Messieurs, merci. Merci, Cécile. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'entretien du jour. Je recevais messieurs Ulrich Tuta et Walengo Christian, respectivement président
et secrétaire général du Nouveau Congo. Merci à Nokoko Ngakoso, merci à vous aussi, toujours aussi nombreux à suivre le programme du Zana TV. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.